qu'avec certaines personnes, il est impossible de s'entendre. Mais pourquoi est-ce impossible? N'est-ce pas déjà parce que nous croyons cette entente impossible? Lanza del Vasto raconte: je me rappelle au Maroc avoir parlé de non-violence pendant une période de trouble, celle qui précéda l'abandon du protectorat. Il y avait dans l'auditoire un certain nombre de généraux français. À la fin de la conférence, un général dit au père, qui avait organisé cette entrevue: « Oui, c'est bien tout cela, la non-violence, avec des gens civilisés, mais avec ces gens-là, ces Marocains, ces Arabes, ça ne marcherait pas. » Et le père de lui répondre: « Oui, mon général, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est avec Madame la Générale qu'il vous faut commencer. » Par cette réponse, l'organisateur déclarait que pour être victorieuse, la non-violence doit d'abord être en nous. C'est donc à une révolution intérieure que j'appelle les gens. Parlant de redresser la France, un orateur lança: « Mais voilà que, pour réaliser cette œuvre, il nous faut d'abord prendre conscience de nous-mêmes. Puisque la crise est dans l'homme avant d'être dans les choses, il nous faut accomplir la révolution en nous-mêmes afin qu'elle se prolonge ensuite dans les choses. Et c'est bien là l'essentiel. » Qui a dit cela et quand? Il s'agit de Robert Loutot, qui s'exprimait le 12 mars 1938 lors du 2e congrès national du Parti populaire français. Je vous rappelle que dans leur serment, les membres de ce parti fascisant juraient de consacrer toutes leurs forces à la lutte contre le communisme, un communisme que vous semblez haïr, cher internaute. Mais ils juraient aussi de lutter contre l'égoïsme social. Tels étaient leurs deux principaux ennemis. Aujourd'hui, le communisme est assez minoritaire. Mais l'égoïsme social, que je dénonce dans ma dernière vidéo, règne en maître. N'est-ce donc pas moi qui ai raison de le dénoncer avant tout? Et pourquoi ce combat en premier lieu contre l'égoïsme social? Permettez-moi de vous l'expliquer. Dans son livre, Georges Lachaud se demandait comment, par le passé, quelques classes de privilégiés avaient pu non pas seulement soumettre, mais subjuguer les classes inférieures afin de garder le pouvoir. La réponse était en mettant en pratique la maxime « diviser pour régner ». Et en effet, des ennemis divisés en factions opposées sont réduits à l'impuissance. Or, la division du peuple est la plus grande lorsqu'il n'est plus qu'une poussière d'individus repliés sur leur sphère privée. Dès lors, le pouvoir sera offert aux influences les plus basses et les plus dissolvantes. J'ai bien dit sera offert, pas sera pris. C'est ici que je me sépare des thèses dites du complot. Et c'est si important que je vais m'en expliquer. Pourquoi? Pourquoi ai-je dit le pouvoir sera offert? Tout simplement pour la raison suivante. Bien que totalement dispersé, chacun étant centré sur son petit moi, cette poussière d'individus isolés forme tout de même une majorité compacte. C'est une masse qui évolue en rang serré, non pour un idéal élevé, mais pour une aspiration la plus étroite qui soit, la défense de ses droits individuels. Par conséquent, le désordre des esprits fait naître un ordre purement négatif, celui d'une foule arc-boutée sur ses droits. Pour prendre une image simple, c'est un peu comme quand vous versez du sirop de fraise dans de l'eau. Une fois le mélange agité, il apparaît totalement uniforme, ce qui donne une impression d'ordre. Mais en vérité, conformément au principe anthropique, le désordre est alors le plus grand. C'est parce que toutes les molécules de sirop sont éparpillées dans l'eau que le mélange nous paraît uniforme. Aussi s'agit-il d'un ordre négatif. Mais il en résulte une réalité bien tangible, un sirop de fraise au goût uniforme. Eh bien, quand la masse n'est plus qu'une poussière d'individus repliés sur leur sphère privée, donc que le désordre des esprits est maximal, un ordre négatif se crée. Il est dû à l'appétit général de consommation afin de jouir de la vie. De ce fait, bien qu'éparpillée, donc faible sur bien des points, la masse acquiert une puissance réelle, car il va falloir gérer non seulement la production capitaliste mondialisée qui assure la société de consommation,
Mais il va falloir aussi gérer tous ces intérêts individuels susceptibles de s'entrechoquer. Et pour cela, de la même façon que sous certaines contraintes physiques, des molécules d'eau préalablement désordonnées forment un réseau cristallin, les contraintes sociologiques provoquées par l'individualisme de ces masses humaines désordonnées font naître un réseau structurel destiné à assurer cette gestion mondialisée de cette société de consommation. Naturellement, ce réseau ne naît pas tout seul. Il trouve des individus entreprenants et trop heureux de bâtir des fortunes en exploitant les vices de la masse. Mais ces vices, ils ne les créent pas. Ils en profitent seulement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est renforcer le mouvement avec la publicité, par exemple. Pour le reste, ils suivent ce mouvement et improvisent. Dans sa livraison de janvier 1974, le trimestriel Les Études sociales publia un article consacré aux multinationales et à la paix dans le monde. L'auteur concluait ainsi « Il nous est impossible de prévoir, et à plus forte raison de décrire, ce que seront les grands traits du nouveau système. Nous sommes seulement les acteurs et les témoins d'une mutation en cours, de la dislocation ou du pourrissement de structures devenues inadéquates. Certes, dans le système nouveau, s'observeront longtemps encore des survivances du passé, comme dans le capitalisme national de grandes unités, nous rencontrions des survivances de la petite entreprise et même de l'exploitation précapitaliste. Mais ce qui donne son sens et sa coloration à un système, c'est l'élément qui exerce un effet de domination. Dans le capitalisme qui naît sous nos yeux, dans la souffrance et parfois dans le sang, cet élément sera sans nul doute la société multinationale, fortifiée par tout un réseau d'institutions juridiques, monétaires et fiscales, elles-mêmes multinationales. Un nouvel ordre devra assurer la paix du monde. Ce texte est intéressant pour deux raisons. 1. Parce qu'il confirme l'émergence de cette superstructure supranationale faite pour gérer le monde moderne. Et 2. Parce qu'il démontre que rien n'est prévu à l'avance par des gens qui manipuleraient tout. Tout se construit au contraire lentement, dans l'improvisation, sans ligne directrice définie, et on ne peut que l'observer sans prévoir ce que cela donnera. Alors certes, ces gens, ces oligarques, ils ont de la puissance. Mais cette puissance, ils la tirent de ces masses qui, de par leur individualisme, assurent les conditions d'apparition des outils destinés à assurer la gestion de leurs biens privés. De la même façon, on peut déplorer leur pouvoir parfois despotique. Ces gens se réunissent en comité fermé et imposent des décisions. Mais c'est qu'il s'agit de gérer cette poussière composée de centaines de millions d'individualistes uniquement soucieux de jouir dans leur sphère privée. Ce n'est pas pour rien si la CIA récolte des millions de données, comme ici le taux de fécondité dans les différents pays du monde. Cela permet de mener des études comme celle-ci qui permet d'établir une loi entre la richesse des habitants et leur taux de fécondité. Cette gestion mondialisée, c'est une tâche gigantesque, une bataille colossale qui nécessite de prendre des décisions en chef, c'est-à-dire sans en référer aux masses. De plus, je le répète encore une fois, l'ordre que présente cette masse n'est qu'apparent, c'est un ordre négatif. En vérité, il s'agit d'un désordre maximal des esprits. Or, c'est bien connu, l'anarchie mène au despotisme. Ce principe est si certain qu'il a été rappelé par des gens appartenant aux camps les plus opposés. Dans son discours prononcé lors de la fête du 2 pluvieux an 5 de la République, ce qui correspond au 21 janvier 1797, avant la prestation du serment de haine à la royauté et à l'anarchie, un ardent révolutionnaire, le citoyen Barry, maire du canton de Toulon, lança « N'en doutons point, l'anarchie mène à l'esclavage. Nous devons donc haïr autant l'anarchie que la royauté. » Moins d'un siècle plus tard, un ardent catholique cette fois, Monseigneur de Ségur, dénonça la liberté rationaliste qui anéantit l'autorité, proclame l'indifférence entre le vrai et le faux et mène fatalement à l'anarchie et par l'anarchie au despotisme. Or aujourd'hui, c'est cette liberté d'indifférence qui règne, amenant l'anarchie dans les esprits. Voilà pourquoi le peuple se retrouve esclave d'une superstructure qui a émergé de son propre vouloir. Tel est le paradoxe incompris par beaucoup.
Le peuple est esclave, mais c'est lui-même qui s'est réduit en esclavage. Cette pyramide ne prouve donc pas l'existence d'un complot mondial pour asservir les masses. Elle émane au contraire des masses individualistes. Le complot n'est qu'une fausse explication donnée à un phénomène incompris. À ce sujet, il est intéressant de constater que parmi les partisans des thèses dites conspirationnistes, nombreux se déclarent contre les idéaux de 1789. Mais il y a un point sur lequel ils rejoignent les pré-révolutionnaires. Eux aussi accusaient les autorités en place de conspirer pour tromper les masses. Dans son ouvrage des Acités, le baron d'Holbach affirmait « Les hommes ne sont méchants que parce qu'ils ignorent leurs véritables intérêts. Leur ignorance se perpétue, ainsi que leur perversité, parce qu'on les trompe, et sur leur vrai bonheur, et sur les moyens d'y parvenir. On les trompe sur leur propre nature que l'enthousiasme et l'imposture conspirent à combattre, et dont la tyrannie voudrait étouffer la voix. On les trompe en leur défendant de consulter ou de cultiver l'expérience de la raison, auxquelles on substitue des fantômes, des fables, des rêveries et des mystères. On les trompe en détournant leur regard d'eux-mêmes et de la société pour les porter sur des chimères desquelles on fait dépendre leur félicité la plus grande. On les trompe en ce que tout conspire à les abreuver d'erreurs. Le baron d'Holbach accusait donc l'Église de conspirer afin de fourvoyer le peuple et ainsi de le garder sous son joug. Mais 5 pages plus loin, ce même auteur ajoutait « Quelles que soient les erreurs des hommes, la bizarrerie de leurs institutions, la dépravation de leurs mœurs, l'aveuglement de leurs préjugés, toujours la raison leur montrera qu'ils se doivent quelque chose, que les devoirs sont réciproques entre des êtres de la même nature, que l'intérêt ou le besoin ont rassemblé. Chacun sentira donc non seulement son cœur se révolter contre les hommes nuisibles, mais encore chacun se reprochera d'avoir contrarié lui-même le but de l'association. » Mais s'il en est ainsi, alors comment l'Église aurait-elle pu conspirer depuis des décennies, voire des siècles, afin de maintenir les gens dans l'erreur? C'était totalement contradictoire. À cela, certains ajouteront qu'au contraire de la franc-maçonnerie, l'Église n'était pas une société secrète. Mais ce n'était pas elle la cible directe. À l'époque, la cible, c'était les jésuites. On les accusait de former une société secrète désireuse de dominer le monde. En 1727 ainsi, parut un ouvrage intitulé « Les mystères les plus secrets des jésuites » contenu dans diverses pièces originales. L'auteur livrait au public des prétendues instructions secrètes des jésuites, connues depuis un siècle sous le nom de Secrata Monita. Il expliquait que les supérieurs gardent et retiennent entre leurs mains ces instructions et qu'ils les communiquent seulement à peu de professes, comprenez d'initiés, en instruisant de quelques-unes les non-professes lorsque l'avantage de la société le demandera, et cela sous le sceau du silence. Cette présentation permettait d'expliquer pourquoi de nombreux jésuites auraient tout ignoré des buts réels de leur ordre. Dans un avertissement d'ailleurs, l'auteur déclarait « Personne ne peut douter de l'authenticité de leurs secrata monita ou instructions secrètes, qui sont tout aussi anciennes que leur ordre. Ce sont les avis qui se donnent aux sages de la société, à ceux qui ont le secret de la compagnie, car tous ne l'ont pas, il s'en faut beaucoup. » En vérité, ces prétendues instructions secrètes étaient un vulgaire faux rédigé pour nuire à cet ordre dont certains déploraient, avec raison, la puissance. En 1903 encore, un jésuite le démontra avec éloquence. Quand on lit cet ouvrage, on est frappé par la similitude entre cette affaire et celle des protocoles des sages de Sion. On comprend donc que de tout temps, l'accusation de complot fut très pratique pour susciter la haine d'un adversaire jugé trop puissant ou trop encombrant. En mai 1899 encore, cet hebdomadaire férocement anticlérical publia un dessin ridicule qui représentait un clergé tout-puissant manipulant les autorités et les grands financiers. On ne sera donc pas surpris que les mêmes procédés aient été repris par les anti-maçons, certains farceurs n'hésitant pas à exploiter la crédulité d'un public prêt à croire n'importe quelle fable du moment qu'elle vient étayer ses convictions. Ce genre de prose existe encore aujourd'hui. En 2013 ainsi, Laurent Glosy publia une traduction révisée et actualisée de l'ouvrage de Robin de Ruyter, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Pourquoi pas? Mais l'accusation est si grave qu'on attend des preuves matérielles ou documentaires solides. Or,
Il faut attendre la page 216 pour qu'enfin on entre dans le vif du sujet avec un développement sur le diable et les messages subliminaux. Les auteurs expliquent, depuis les débuts de la secte, des milliers d'illustrations cachent des symboles sataniques et des visages effroyables, levant le voile sur le véritable pouvoir qui se cache derrière les témoins de Jéhovah. Bien, quelles sont ces illustrations? Des exemples suivent. Si vous considérez une partie de la chevelure du Christ et que vous la retournez, alors apparaît un visage diabolique. Pas très probant, j'attends mieux. Voici saint Paul rédigeant un texte. Si l'on agrandit sa main, alors apparaît un visage ayant les traits du diable. On a du mal à croire que les auteurs soient sérieux. À la page 246 figure un dessin du Christ qu'il qualifie d'effroyable blasphème. Sur sa poitrine, nous apercevons la patte postérieure d'un bouc, symbole de Satan. J'avoue que c'est consternant. À la page 233, les auteurs annoncent « La lettre A apparaît parmi les symboles sataniques, souvent utilisée en sorcellerie et représentant la tête de bouc avec ses cornes. Elle est reprise dans les dessins de la Société de la Tour de Garde, comprenez l'ouvrage des témoins de Jéhovah. Suite une illustration dans laquelle les plis du vêtement de Moïse forment un A. Voici le genre de preuve qu'on nous apporte le plus sérieusement du monde. Je n'insiste pas et j'en reviens aux sociétés secrètes. En vérité, il y a si peu de complots qu'au-delà des décisions techniques prises en comité restreint, tout est public. Je dirais même que tout est annoncé. En voici 3 exemples flagrants. Lorsque, peu avant 1900, le législateur français annonça sa volonté de promulguer une loi sur les associations, un maçon publia cette note destinée à en pointer les dangers possibles pour la franc-maçonnerie. Cette brochure était publique. Or, l'auteur concluait en parlant des intérêts supérieurs et sacrés de la franc-maçonnerie qui sont intimement liés à ceux de la République. Bref, il n'y avait rien de secret. On annonçait clairement le soutien maçonnique à la République laïque de cette époque. Le 4 mai 1927, la grande presse annonça l'ouverture, à Genève, d'une conférence économique internationale qui réunirait les délégués de plus de 50 pays. Il y serait question de mondialisation de l'économie. On lisait les États, nés de l'immense conflit de 1914 et qui constituent aujourd'hui la Nouvelle Europe, ont conservé de leurs épreuves un sentiment national des plus vifs et infiniment respectable. Il s'agit de leur montrer, après un large et impartial examen des faits, qu'ils n'ont aucun intérêt à élever et à consolider autour d'eux une infranchissable barrière et qu'il est d'autres moyens plus sûrs de préserver leur indépendance économique. L'individualisme politique ou économique a succombé devant les cruelles nécessités de l'après-guerre et nous paraissons nous orienter d'abord vers ce que l'on appelle d'un mot juste bien que barbare, la rationalisation de l'industrie et ensuite, dans le cadre international, vers les ententes entre producteurs et travailleurs. 3 ans plus tard, sous le titre « L'économie mondiale et la société des nations », un auteur publia un compte-rendu expliqué de cette conférence. Parlant de l'interdépendance entre les nations, il expliquait « Cette interdépendance mutuelle est intensifiée de jour en jour par le développement du trafic international et les autres conquêtes de la technique et les conventions de plus en plus fréquentes conclues par traités entre les diverses nations favorisent la formation de l'économie mondiale. Il y a un siècle encore, ce n'étaient pas seulement les pays, mais des villes et des communes voisines elles-mêmes qui formaient des unités économiques isolées les unes des autres, l'économie urbaine. Aujourd'hui, de vastes continents sont eux-mêmes dans l'impossibilité de rendre leur propre production et leur propre approvisionnement indépendants du sort économique des autres parties du monde. Plus loin, il évoquait la montée en puissance des cartels, c'est-à-dire des oligopoles. On lisait dans la réorganisation économique de l'Europe. Un rôle de plus en plus considérable échoit au mouvement international des cartels. Dès avant la guerre, la réunion en cartel de certaines branches économiques dans le pays même accusait des résultats importants. Mais c'est surtout depuis 1920 que ce genre d'organisation a pris un grand essor. Le progrès consiste sur ce terrain en ce que les cartels surgissent sous la pression de la crise économique mondiale, s'étendent par-delà les frontières politiques et douanières et présentent un caractère international.
Du point de vue de l'économie mondiale, leur importance est plus grande que celle des traités de commerce, ne serait-ce que parce que chacun de ces derniers ne lie que 2 pays, tandis que les cartels internationaux s'étendent à plusieurs pays à la fois, en certains cas même à toute une partie du monde. Les cartels internationaux représentent donc la réalisation du principe de l'économie mondiale, la réalisation du principe de la solidarité économique des nations en face des tendances nationales à l'isolement. L'auteur annonçait donc la mondialisation inexorable de l'économie, fin 2009, lors d'une conférence organisée par le Conseil international des musées. Le chantre de la mondialisation, Jacques Attali, expliqua que la crise est la conséquence d'une contradiction profonde entre une économie mondialisée et un repli des États sur leur propre nation. La sortie de crise doit nécessairement passer par l'instauration d'une gouvernance mondiale. Tout cela est publié et parfaitement accessible au grand public. Pourquoi ? Tout simplement parce que les maçons, aussi bien que les mondialistes, le savent. Leur force émane du peuple. Ils n'ont donc rien à en redouter. Si l'on veut détruire cette structure mondialiste, alors il faut commencer par changer les esprits. Voilà près de 80 ans, ce membre du PPF l'avait parfaitement compris. Pas de révolution extérieure sans, au préalable, une révolution intérieure. À cela, chers internautes, vous préférez la réhabilitation des régimes fascistes afin d'imposer une dictature ou un régime autoritaire susceptible d'utiliser la force. Si, par malheur, le recours à la force se révèle nécessaire, alors l'histoire nous l'enseigne. On trouvera toujours des gens pour l'organiser et d'autres pour prêter main forte. Mais pour l'heure, c'est parfaitement illusoire. Non parce qu'il existerait une prétendue dictature mondiale invisible, mais parce que, trop occupé à jouir et à consommer égoïstement, le peuple fabrique son propre esclavage et se moque totalement de redresser le pays. Donc il rejette radicalement votre projet. Par conséquent, revendiquer l'emploi de la force comme vous le faites est totalement vain. Mais alors, me direz-vous, que faire ? Quel espoir conservons-nous ? Je donnerai la raison dans une de mes prochaines vidéos sur le déclin de la France. Mais dès maintenant, je déflorerai le sujet. L'opinion publique peut évoluer. Mais que faut-il pour cela ? Dans son étude déjà citée, l'auteur souligne avec raison « Pour que l'esprit se mette en travail, il faut qu'il soit excité. Or, le seul aiguillon qu'il connaisse est la souffrance. » En entendant par là l'un quelconque des tons de la gamme, qui va de la douleur brutale à cette souffrance atténuée qu'est le désir, en passant par la crainte, imagination d'une souffrance. Dès lors, plus la conjoncture sera défavorable et plus l'opinion publique voudra évoluer, rendant une révolution possible. Mais encore faudra-t-il la faire évoluer dans le bon sens. Cela nécessitera d'occuper le terrain intellectuel. Voilà pourquoi je suis d'accord avec ce texte qui, sous le titre « Comment se préparent les révolutions ?» explique « Il faut avant tout que le besoin s'en fasse sentir. Des esprits formulent alors les revendications qui trouvent de l'écho dans un nombre toujours croissant de cerveaux. Une révolution purement spirituelle s'accomplit ainsi progressivement dans les intelligences, si bien que la mentalité générale s'en trouve transformée. Très largement acceptée en théorie, ces idées risquent cependant de ne jamais être mises en application pratique. Ceux qui bénéficient des abus qu'il importerait de supprimer défendent les situations acquises. La résistance forme barrage, mais à quoi bon l'obstruction? Si les réformes s'imposent, il faudra bien qu'elles aboutissent, fût-ce au prix d'une catastrophe dont la responsabilité incombera beaucoup moins à l'exaspération populaire qu'à l'inintelligence de ceux qui ont voulu s'opposer au cours nécessaire des choses. Conclusion. Les révolutions ne sauraient résulter d'une conspiration, d'un complot machiné artificiellement. Des associations plus ou moins secrètes peuvent servir l'idée révolutionnaire, mais ce sont elles qui naissent de cette idée et non inversement. Si la franc-maçonnerie n'avait pas existé, la Révolution française n'en aurait pas moins eu lieu. Mais trouvant à sa disposition l'organisation maçonnique, les aspirations révolutionnaires y ont rencontré un excellent terrain de propagande. Quant au rôle des penseurs,
Il est capital dès qu'un bouleversement commence à se préparer. Ce sont eux qui, en agissant sur les esprits, modifient la mentalité générale et rendent ainsi fécondes les crises douloureuses. Où ai-je pioché ce texte? Dans une revue maçonnique, La Lumière maçonnique, livraison de mars 1910. Notez que ce compte-rendu était le résumé d'un travail effectué en loge. Il ne s'agissait donc pas de tromper le public par des discours fallacieux, mais de dégager une pensée sincère entre frères maçons. Cela dit, je cite la fin du compte-rendu. Si le travail préparatoire des philosophes est resté insuffisant, les sacrifices des hommes d'action semblent vains, puisque la réaction regagne rapidement le terrain momentanément perdu. C'est alors à recommencer, mais rien n'est perdu, car l'humanité ne recule que pour prendre son élan et revenir en avant avec une véhémence irrésistible. Voilà pourquoi j'affirme qu'il faut tout d'abord œuvrer pour une révolution des esprits. Mais pour cela, il faut s'interroger sur les causes réelles du déclin, de notre déclin, et réfléchir sur les bonnes réponses à apporter. Ainsi réaliserons-nous cette révolution salvatrice. Bonsoir.